Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Le blanchiment des capitaux commence généralement par une introduction des capitaux criminels dans le système financier. C'est la phase initiale d'une opération de blanchiment qui tend précisément à faire entrer des fonds d'origine criminelle dans les circuits financiers légaux. Par son activité, à savoir la réception des fonds du public qui est expressément qualifiée d'opération de banque, le banquier peut faciliter cette étape du blanchiment. La réception des fonds du public peut correspondre à la phase d'introduction d'argent d'origine criminelle dans le système financier. La connexité qui existe entre certains établissements bancaires et le blanchiment des capitaux est avérée. D'une part, les banques sont au cœur de la vie des affaires et d'autre part, les blanchisseurs s'en servent à des fins frauduleuses. En effet, le système financier est indispensable pour les opérateurs économiques, aussi bien ceux vivant dans l'économie légale que ceux vivant dans l'économie illégale. Les banques disposent, en raison de la nature même de leurs activités, des techniques ainsi que des réseaux internationaux permettant d'effectuer des transactions financières à l'échelle mondiale. Elles reçoivent des fonds et en permettent l'utilisation et le placement au moyen d'opérations comme la souscription de valeurs mobilières ou la réalisation de change. Ceci peut s'expliquer par le fait que ces opérations sont au cœur de leur activité, qu'il s'agisse d'opérations de banque ou d'opérations connexes. En outre, le client d'une banque considère en général son banquier comme un grand confident et un partenaire économique essentiel. Celui-là consulte d'ailleurs celui-ci dans ses besoins d'investissement et d'optimisation de ses placements. La banque a pour rôle de recevoir les fonds du public, de gérer le portefeuille de sa clientèle tout en demeurant discrète à l'égard des tiers et silencieuse à l'égard des curieux. Conscient de cette situation, le législateur va entreprendre de devancer les blanchisseurs en se servant à son tour des établissements bancaires dont l'intervention est nécessaire pour lutter contre ces derniers. En effet, les banquiers sont les mieux placés pour identifier ces opérations puisqu'elles passent par leur intermédiaire. Ils détiennent le monopole des opérations de banque. Le dispositif préventif mis en place repose donc sur leur intervention, contrepartie des prérogatives et protections d'activité qui leur sont accordées. Les banques vont contribuer à une meilleure identification des circuits illégaux, parce que leur activité se situe au plus près du fait générateur du blanchiment. Blanchiment et lutte contre le blanchiment passent donc nécessairement par le banquier, qui peut être soit un complice, soit une victime, soit un témoin faisant des banques des sentinelles du blanchiment. Ayant pris conscience qu'elles pouvaient servir inconsciemment d'intermédiaires pour le transfert ou le dépôt de fonds d'origine criminelle, et surtout des risques qu'elles encouraient, les banques se sont attelées à une réflexion sur l'élaboration des normes anti-blanchiment. Les banques ont depuis longtemps été impliquées dans la lutte contre le blanchiment des capitaux. En effet, le premier standard anti-blanchiment émanait du monde financier. Historiquement, la Déclaration de principes de Bâle fut le premier texte international établissant les normes destinées à lutter contre le blanchiment à l'intérieur du système bancaire. Cette déclaration de principes, formulée par le Comité des règles et pratiques de contrôle des opérations bancaires de la Banque des règlements internationaux, a été adoptée dans un but d'élimination du blanchiment de fonds par l'intermédiaire du système bancaire national et international. Cette déclaration, adoptée en décembre 1988 par le Comité de Bâle pour la supervision bancaire, énonçait les grandes lignes de ce qui constituera plus tard l'armature des standards internationaux. Son objectif était de développer des outils de prévention de l'utilisation du système bancaire pour le blanchiment de fonds d'origine criminelle. La déclaration a eu un fort impact du fait de la qualité de ses auteurs, qui réunissaient les représentants des banques centrales et des autorités de contrôle d'Allemagne, de Belgique, du Canada, des États-Unis, de France, d'Italie, du Japon, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de Suède, de Suisse et du Luxembourg. Par la suite, de nombreuses banques créèrent en leur sein un service de surveillance des risques de blanchiment. Le groupe Wolfsberg, association de 11 banques privées, s'est doté en octobre 2000 d'un ensemble de lignes directrices en matière de prévention du blanchiment et de financement du terrorisme. De même que les banques, un nombre non négligeable d'organisations internationales interviendra dans l'élaboration des normes anti-blanchiment. En effet,
La lutte contre le blanchiment des capitaux recouvre une nécessité sur le plan international tant le phénomène présente un caractère transnational. Les agissements des acteurs sont rarement limités à un seul territoire. Les mécanismes de blanchiment de capitaux à grande échelle comportent généralement des éléments transnationaux. Confrontés aux difficultés de développement de leurs activités dans le cadre d'un espace national, les criminels mettent alors sur pied des réseaux internationaux utilisant des techniques et des instruments calqués de la façon la plus exacte possible sur les mécanismes du commerce international. En outre, les blanchisseurs ne sont pas en quête de rendement, ils cherchent plutôt l'endroit qui leur permettra de recycler plus facilement leur argent. Dès lors, ils sont à la recherche de pays présentant des failles dans leur législation anti-blanchiment. En pratique, les opérations de blanchiment se caractérisent par leur capacité à changer rapidement face à de nouvelles contre-mesures, en passant à de nouveaux mécanismes ou en se reportant vers des secteurs où la surveillance exercée par les pouvoirs publics est moins menaçante. Parce que le blanchiment des capitaux s'inscrit dans un contexte international qui permet de déguiser plus facilement l'origine criminelle des fonds, la communauté internationale va apporter une réponse internationale. À infraction internationale, réponse internationale. Ont donc œuvré dans la mise en place du dispositif de lutte anti-blanchiment, des organisations telles que l'ONU avec en 1988, la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, qui marquait le lancement de la lutte contre le blanchiment des profits illicites au niveau international et introduisait pour la première fois dans un texte à vocation universelle la notion de blanchiment. La Convention de Palerme du 15 novembre 2000 contre le crime transnational organisé, entrée en vigueur le 29 septembre 2003, a pour but d'harmoniser les incriminations pénales et faciliter l'entraide judiciaire internationale. Enfin, la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003. Dès 1989, avec ses 40 recommandations, le GAFI a fait le choix d'un dispositif anti-blanchiment reposant largement sur les professionnels, notamment les établissements bancaires et financiers. Les recommandations du GAFI ont assurément eu le retentissement le plus important au sein de la communauté internationale. Celle-ci énonce les mesures que l'ensemble des gouvernements nationaux et des banques doivent prendre pour appliquer des plans plus efficaces de lutte contre le blanchiment. Suite aux tragiques événements du 11 septembre 2001 où il est apparu que le blanchiment d'argent pouvait servir les causes du terrorisme, le GAFI a révisé ses 40 recommandations et adopté 8 recommandations spéciales sur le financement du terrorisme. Le 20 juin 2003, le GAFI publie les 40 recommandations révisées. En février 2012, le GAFI publie de nouvelles recommandations. Ainsi, la communauté internationale a adopté différentes normes répressives qui devraient permettre de lutter efficacement contre le blanchiment des produits de tout crime ou délit. Ces travaux ont eu des répercussions au sein des États, par le truchement des communautés. À mesure que les instruments internationaux étaient adoptés, les États signataires devaient les transposer dans leur législation interne afin de répondre aux obligations qu'ils s'étaient eux-mêmes assignées. C'est dans ce sens que DELMASMARTY a déclaré Q'. Il semble clair désormais que les nouvelles questions posées par la mondialisation ne peuvent être résolues par la seule référence aux anciens modèles. Les systèmes de droit nationaux restent plus que jamais nécessaires, mais ils devront apprendre à intégrer des normes communes et à s'articuler avec une justice mondiale en gestation. L'harmonisation législative au niveau mondial s'imposait dès lors aux différents États de la communauté internationale, afin qu'ils aient les mêmes règles que leurs homologues. L'impératif d'une lutte internationale contre ce phénomène a donc été intégré par de nombreux États parmi lesquels le Cameroun et la France. Ces deux États ont ratifié des textes et ont fait évoluer leur législation dans le sens de l'harmonisation, celle-ci permettant d'intégrer le principe de l'équivalence des incriminations entre États. Tout comme en matière de lutte contre la corruption, c'est ce principe de réciprocité ou d'équivalence qui permet de poser les bases de la lutte internationale contre le blanchiment des capitaux. Le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux dans les deux pays, même s'il a une date de naissance très différente, évolue au rythme de la progression des normes internationales.
L'infraction de blanchiment des capitaux a été solennellement incriminée en droit interne camerounais par la loi n° 97019 du 7 août 1997 relative au contrôle des stupéfiants, des substances psychotropes et des précurseurs. Cette loi appliquait une politique criminelle restrictive, n'incriminant le blanchiment que pour les revenus exclusifs du trafic de drogue. Il s'agit de l'incrimination spéciale du blanchiment des capitaux. L'incrimination générale du blanchiment sera consacrée en droit camerounais par les textes communautaires qui sont d'application immédiate au Cameroun. Il s'agit d'une part du règlement numéro 0103 CEMACUMACCM du 4 avril 2003 portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme en Afrique centrale révisé par le règlement numéro 0210 du 2 octobre 2010 et d'autre part un important règlement de la COBAC relatif aux diligences des établissements assujettis en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en Afrique centrale. En effet, l'adoption de cet instrument juridique rappelle, s'il en était encore besoin, que l'efficacité de la lutte anti-blanchiment est fortement tributaire de la réglementation bancaire et du contrôle exercé sur les activités des établissements de crédit en général. Le règlement de la COBAC prévoit donc une série de mesures destinées à prévenir l'utilisation des établissements de crédit de la zone CEMAC à des fins de blanchiment. D'autre part, il a été créé un organe destiné à lutter contre le blanchiment, à savoir l'Agence nationale d'investigation financière. En France, tout comme au Cameroun, la législation anti-blanchiment puise dans le droit communautaire. C'est le lieu de préciser que, parce que d'application directe et immédiate, le règlement nous semble plus adapté pour régir les normes anti-blanchiment. Le législateur européen devrait donc, à l'instar du législateur CEMAC, ériger les normes anti-blanchiment sous forme de règlement. Ceci permettrait une véritable harmonisation au niveau européen et mettrait ainsi un terme aux problèmes de disparité qui perdurent en la matière. La législation anti-blanchiment française, même si elle était à l'origine nationale, a donc évolué au rythme du droit communautaire européen. En effet, plusieurs directives se sont succédé. D'abord la directive numéro 91/308 CEE du 10 juin 1991 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment des capitaux définissait le blanchiment de capitaux en termes d'infractions liées au trafic de stupéfiants et n'imposait d'obligations qu'au secteur financier. Celle-ci sera ensuite amendée par la directive numéro 2001/97 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001, qui viendra étendre le champ d'application de la première directive aussi bien au niveau des infractions couvertes que des professions et activités couvertes. En 2005, a été élaborée une troisième directive afin de s'adapter aux nouvelles exigences du GAFI et lutter efficacement contre le blanchiment. Le 5 février 2013, en vue d'actualiser ces dispositions conformément aux nouvelles exigences du GAFI de février 2012, une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme a vu le jour. Elle intègre et abroge la directive du 1er août 2006 portant mesures de mise en œuvre de la directive de 2005. En droit interne, la directive de 2005 avait été transposée par l'ordonnance prise le 30 janvier 2009. L'ordonnance a été complétée par le décret en Conseil d'État numéro 2009/1087 du 2 septembre 2009, relatif aux obligations de vigilance et de déclaration pour la prévention du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et par un arrêté du 2 septembre pris pour application de l'article R 561-12 du Code monétaire et financier, et définissant des éléments d'information liés à la connaissance du client et de la relation d'affaires aux fins d'évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme. S'agissant particulièrement des banques, on a aussi le décret numéro 2009/1108 du 10 septembre 2009 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement modifiant le règlement numéro 97/02 du 21 février 1997. Au plan institutionnel,
La France s'est également dotée d'un organe destiné à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment. La loi n° 90/614 du 12 juillet 1990 a créé la cellule de traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins, TRACFIN. Il a également été institué un conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. De cette multitude de textes sont résultées des obligations à la charge des établissements bancaires, ainsi qu'une définition juridique de la notion de blanchiment. Le règlement CEMAC a quasiment repris les termes de la Convention de Vienne de 1988. Il définit le blanchiment comme la conversion ou le transfert de biens provenant d'un crime ou d'un délit au sens des textes applicables dans l'État membre ou du présent règlement, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la commission de ce crime ou délit à échapper aux conséquences juridiques de ces actes, la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété de biens provenant d'un crime ou d'un délit au sens des textes applicables dans l'État membre ou du présent règlement, l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens provenant d'un crime ou d'un délit au sens des textes applicables dans l'État membre ou du présent règlement, la participation à l'un des actes visés au présent article, l'association pour commettre le dit acte, les tentatives de le perpétrer, le fait d'aider, d'inciter ou de conseiller quelqu'un à le faire, ou le fait d'en faciliter l'exécution. Le Code pénal français quant à lui définit le blanchiment comme le fait de faciliter par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect, ainsi que le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit. Après l'article 324-1 du Code pénal, la loi du 6 décembre 2013 a inséré un article 324-1 au terme duquel, pour l'application de l'article 324-1, les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d'autre justification que de dissimuler l'origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus. La France, contrairement au Cameroun, a introduit dans son code pénal, par une loi du 13 mai 1996, une incrimination générale du blanchiment dans l'article 324-1. Il est vrai, le législateur camerounais a intégré l'incrimination du blanchiment des capitaux dans le Code sur la corruption. Nous l'incitons néanmoins à l'insérer dans le Code pénal, afin de la rendre plus accessible aux justiciables. De nombreux auteurs français ont également essayé de définir le blanchiment des capitaux. D'après Olivier Rérès, le blanchiment est un ensemble de techniques, de méthodes légales ou illégales, un modus operandi à complexité plus ou moins variable, suivant les besoins du blanchisseur, la nature et l'ampleur des fonds, afin d'intégrer et dissimuler des fonds frauduleux dans l'économie légale. Pour Claude Ducoulou-Favard, le blanchiment de l'argent illicite consiste en une série d'actes permettant d'introduire les fonds provenant du crime dans des circuits financiers RE_LS ou fictifs par des procédés faisant perdre la trace de l'origine criminelle de l'argent. Pour Chantal Cutar, le blanchiment est un processus dont la finalité est de faire disparaître l'origine des fonds, obtenus au moyen de la commission d'infractions pénales, pour les réinjecter dans l'économie légale et pouvoir ainsi en jouir en toute sécurité. Il constitue la condition sine qua non de la survie, de la prospérité et de la pérennité des organisations criminelles. Le blanchiment des capitaux est un phénomène complexe dont la compréhension nécessite qu'on le décrive. En effet, analyser le processus de blanchiment n'est pas aisé, tant les méthodes mises en œuvre par les blanchisseurs sont nombreuses et évolutives. L'analyse classique repose sur une succession de 3 étapes. Mais ce modèle est révolu, et le nouveau modèle de blanchiment se définit par sa finalité. L'analyse classique du blanchiment repose sur une perception du processus en 3 étapes: le placement ou prélavage, l'empilage ou lavage et la réintégration ou essorage. Ces 3 étapes peuvent intervenir séparément, distinctement et successivement ou bien simultanément. Cette analyse s'avère cependant dépassée.
Le placement ou prélavage consiste à se débarrasser des profits générés par l'infraction principale. Il s'agit ici d'écouler ou de transformer les revenus recueillis à l'occasion d'une infraction principale. Ceci suppose et passe par une sécurisation et une excellente organisation du transfert clandestin des capitaux. Le placement correspond, dans la définition du blanchiment, à l'accomplissement des actes de conversion ou de transfert des biens reçus d'une infraction. Aussi simple que cette opération puisse paraître dans son accomplissement, elle ne constitue pas la phase la moins délicate car elle est la plus apparente. L'empilage ou lavage ou encore empilement vise à scinder les produits de leur origine par la création d'un système complexe d'empilage de transactions financières, afin de travestir la trace comptable des profits illicites. Il s'agit donc dans cette phase de faire disparaître la trace de l'origine de l'argent, en le faisant circuler à travers de nombreuses opérations financières. De rendre malaisé l'établissement de l'origine illicite des biens. C'est donc à ce niveau que s'opère véritablement le processus de blanchiment. Cette étape correspond, dans la définition juridique du blanchiment, à la dissimulation ou au déguisement de l'origine illicite des revenus et au transfert de ces derniers. C'est la plus importante et la plus délicate. Elle est par conséquent la plus coûteuse pour les délinquants, car les différentes techniques de dissimulation ou de déguisement de l'origine des biens coûtent très cher. À l'issue de cette étape, les sommes acquièrent une apparence licite et peuvent être réintégrées. Dans l'intégration ou réintégration, ou encore essorage, l'argent est réintroduit dans l'économie légale. Les sommes sont réinvesties dans des activités économiques légitimes. Une fois le processus de l'empilage terminé, le blanchisseur a besoin de fournir une explication pour habiller sa richesse d'un parfum de légalité. Les plans d'intégration replacent les produits blanchis dans l'économie de telle façon qu'ils réintègrent le système économique, en apparaissant alors comme des profits normaux d'une activité commerciale licite connue. Le blanchisseur peut ainsi décider d'investir les revenus blanchis dans l'immobilier, le commerce des produits de luxe ou encore la création ou la gestion d'entreprises. La description classique du processus de blanchiment présente plusieurs imperfections. Tout d'abord, le modèle classique de blanchiment ne correspond pas à la réalité actuelle. Les revenus illicites n'empruntent pas tous le même processus. Devenu facilement détectable, ce modèle a tendance à disparaître. De plus, il est inapte à décrire le blanchiment de capitaux importants. Lorsque les sommes d'argent blanchies sont trop importantes, elles ne peuvent réapparaître discrètement dans les caisses d'un commerce, fût-il de luxe. Ensuite, ce modèle ne permet pas d'appréhender la destination des sommes blanchies. Le postulat ici est que les sommes blanchies doivent être automatiquement réinvesties dans l'acquisition de biens de consommation ou dans la réalisation d'investissements productifs. Pourtant, lorsque les sommes blanchies sont colossales, elles restent cantonnées dans la sphère financière où elles sont parfaitement à l'abri. Enfin, au plan pratique, le modèle classique ne permet pas de classer de manière constante et non ambiguë certaines techniques de blanchiment. Ainsi, un placement spéculatif sur un marché financier peut aussi bien se rattacher à l'empilage qu'à l'intégration. De même, l'achat de biens de grande valeur et la simulation de gains à la loterie peuvent rentrer aussi bien dans la phase de placement que dans l'étape d'empilage. Ne permettant pas de connaître parfaitement le phénomène de blanchiment, le modèle classique est en conséquence d'un apport limité dans la lutte contre ce phénomène. Il convient alors d'explorer de nouvelles théories. La nouvelle typologie du blanchiment est fondée sur la finalité des opérations. Les techniques de blanchiment évoluent tous les jours au gré de l'imagination des criminels. Les seuls éléments constants qui demeurent dans l'infraction de blanchiment sont alors l'origine délictueuse des revenus et la recherche d'une apparence de légitimité pour ces revenus. Ainsi, une nouvelle typologie de blanchiment s'est progressivement dégagée et on distingue le blanchiment élémentaire, le blanchiment élaboré et le blanchiment sophistiqué. Les techniques de blanchiment élémentaire ne sont utilisables que pour des opérations ponctuelles, épisodiques et avec une faible contrainte de crédibilité, l'argent devant servir à des dépenses de consommation courante ou à réaliser des investissements de faible valeur. Concrètement, le blanchiment élémentaire se manifeste dans les simulations de gains au jeu ou dans l'introduction de l'argent sale dans les recettes liquides d'un commerce. Les pratiques du blanchiment élaboré
visent à réinvestir l'argent dans des activités légales. Les sommes à blanchir par cette technique sont plus importantes que pour le blanchiment élémentaire et peuvent avoir une certaine périodicité nécessitant l'élaboration de circuits stables de blanchiment. Le blanchiment élaboré est mis en œuvre lorsque l'utilisation des fonds nécessite une forte crédibilité. Dans la pratique, le blanchiment élaboré peut consister dans la spéculation immobilière simulée, dans la fausse spéculation sur l'art ou vente aux enchères simulée ou encore dans le prêt bancaire adossé. Il devient indispensable de recourir au blanchiment sophistiqué lorsque des volumes financiers considérables ont été amassés en peu de temps. Ici, les blanchisseurs sont également exposés à une exigence de crédibilité importante car il est impossible de justifier l'obtention de ces gains par le jeu normal de l'économie licite, sauf si le blanchisseur recourt à des moyens de blanchiment sophistiqués, notamment au marché financier. En effet, faire disparaître les fonds sur le marché financier et les faire fructifier ne pose pas de difficultés sérieuses. C'est pour cette raison que les marchés boursiers sont constamment le théâtre du blanchiment sophistiqué. Au Cameroun, diverses techniques ont été détectées pour rendre honorable de l'argent dont l'origine est illicite. Dans son rapport de 2011, l'ANIF dresse quelques typologies d'infractions d'origine. Il s'agit de faux contrats entre maisons mères et filiales dans un réseau mafieux transnational. Ces circuits sont constitués d'un réseau comprenant en son sein une ou plusieurs sociétés mères ou partenaires, et de nombreuses filiales qui sont des sociétés écrans. Les premières sont généralement établies en Occident et ou dans des paradis fiscaux. Le blanchiment est rendu possible grâce à d'innombrables transactions sous-tendues par des contrats d'affaires flous, conventions de prêt, vente et ou achat de biens meubles, etc., qui s'opèrent entre les maisons mères et leurs filiales. Prêts maquillés et altération de valeur, avec utilisation de prête-noms. Ces deux techniques sont le plus souvent combinées pour le blanchiment d'argent issu d'actes de corruption dans les secteurs publics comme privés. Elles consistent à contracter un prêt, d'une valeur compatible avec le revenu régulier, auprès d'une banque, et à réaliser par la suite un investissement d'une valeur largement supérieure à la somme empruntée, en altérant la valeur de l'investissement effectif pour qu'elle soit compatible avec le prêt contracté. Utilisation des sociétés écrans et de prête-noms dans la passation des marchés publics. Cette méthode de blanchiment des fonds publics reste fréquente. L'ordonnateur fractionne les marchés en amont, et le prestataire ou fournisseur surfacture en aval pour dégager une plus-value. Arnaque sur Internet, scamming ou fraude 419. Une recrudescence de ce type d'arnaque est observée depuis près de 3 ans. Son mode opératoire consiste, pour l'arnaqueur, à se faire passer pour un exportateur des produits et ou de matières premières locales et à proposer ses services, via l'Internet, à de potentiels acquéreurs non résidents. Par la suite, il sollicite de ces derniers, grâce à des arguments complètement fallacieux, des acomptes sur paiement et une fois que les fonds sont domiciliés dans son compte, il rompt tout lien avec ses victimes. Les fonds sont enfin immédiatement retirés en espèces dudit compte afin d'éviter toute confrontation avec les responsables des banques. En France, dans son rapport annuel de 2011, Tracfin fait ressortir les infractions d'origine les plus marquantes de l'année. Il s'agit de l'abus de biens sociaux et blanchiment d'abus de biens sociaux dans le secteur des sociétés de sécurité, des sociétés de cybercafé en lien avec le trafic de stupéfiants, du marché de l'art avec le trafic de biens culturels dans le secteur des œuvres d'art, du secteur des sociétés de formation, de l'utilisation des cartes prépayées dans un schéma frauduleux, de l'utilisation de la monnaie virtuelle à l'origine d'un risque spécifique en matière de LABFT, de l'abus de faiblesse dans l'assurance vie, du blanchiment du produit d'agissement délictueux dans les jeux de hasard, de la fraude complexe à l'assurance, des détournements de fonds publics au cours des prestations sociales, de l'escroquerie, abus de confiance dans le cadre d'un système dit pyramide de Ponzi, recel d'abus de biens sociaux et corruption, de la corruption dans l'attribution de marchés publics à l'étranger. De sa définition, il ressort clairement que le blanchiment est une infraction de conséquence qui sert les infractions d'origine. Le blanchiment est la conséquence logique de toute activité criminelle générant des bénéfices. C'est pourquoi on s'est aperçu qu'en luttant contre ce mal, on atteindrait sûrement toutes les infractions de notre société.
C'est donc un défi immense pour les autorités de notre temps marqué par les empreintes de la corruption, des détournements de deniers publics et de divers trafics. Bien plus, il ne fait aucun doute que le blanchiment est le nerf du crime organisé. En effet, il s'est avéré que cette criminalité ne peut prospérer que grâce à la possibilité de blanchir les profits illicites qu'elle génère. De plus, à cause de la forte bancarisation du système financier, les organisations criminelles sont obligées de transformer le revenu liquide qu'elles possèdent, autrement dit, elles sont obligées de les blanchir pour les utiliser. Ainsi, lutter contre le blanchiment, c'est œuvrer dans le sens d'empêcher les criminels de jouir du fruit de leurs crimes. Pour une lutte plus efficace contre cette criminalité, il faudrait frapper les criminels même pendant le recyclage de leurs revenus illicites. D'autre part, les banques n'existent que grâce à leurs clients. Le souci du banquier demeure la satisfaction du client et le gain de sa confiance. Pour ce faire, il se doit de préserver l'éthique, la moralité et surtout montrer une bonne image de sa banque. Le blanchiment serait donc une entrave à l'établissement de cette confiance. En outre, le blanchiment est une source de déséquilibre et d'instabilité monétaire et bancaire. En effet, le caractère volatile de l'épargne bancaire constituée principalement des dépôts criminels en transit affecte négativement et de manière permanente l'équilibre financier des banques. Des sommes d'argent considérables parviennent à un établissement bancaire puis disparaissent sans aucune explication. Ce fut le cas de la banque Baring dont l'effondrement fut occasionné par une combinaison d'opérations à risque portant sur des produits dérivés, réalisées par un employé d'une des filiales. Le blanchiment risquerait donc de compromettre gravement la solidité et la stabilité de l'établissement ou l'institution en question, ainsi que la fiabilité du système financier en général, qui perdrait ainsi la confiance du public. Enfin, le blanchiment fragilise la structure bancaire et les marchés financiers, ce qui peut être dramatique dans un système d'interdépendance des places et des banques. Ainsi, les banques qui relaient le blanchiment d'argent d'une manière consciente ou inconsciente créent un risque systémique important. Dès lors, à l'impératif de préservation des équilibres financiers mondiaux s'associe l'impératif classique de lutte contre les trafics pour accroître l'efficacité de la lutte contre le blanchiment. La lutte contre le blanchiment est donc un impératif non seulement pour les banques, mais pour la société tout entière. En effet, il est certain que s'il n'est pas maîtrisé ou traité efficacement, le blanchiment des capitaux peut nuire à la société. Sur le plan économique en effet, le blanchiment des capitaux est un problème pour tous les marchés de l'économie légale, et surtout pour les marchés naissants et en voie d'émergence. En effet, ces derniers, qui ouvrent leur économie et leur secteur financier, deviennent des cibles de plus en plus faciles pour les blanchisseurs. Tout ceci entraîne la perte du contrôle de la politique économique par les États. En effet, grâce aux importantes ressources financières dont ils disposent, les blanchisseurs d'argent sont en mesure d'acquérir des pans entiers de l'économie. Ils faussent de ce fait le fonctionnement normal des marchés, en instaurant notamment une concurrence déloyale. Ainsi, des commerces de services tels les restaurants peuvent casser les prix du marché et évincer des entreprises du secteur privé. En outre, le blanchiment peut accroître les risques d'instabilité monétaire à cause du manque d'intérêt que les blanchisseurs accordent aux activités rentables de l'économie du pays dans lequel ils investissent. En effet, ceux-ci investissent dans des secteurs qui préservent mieux leurs intérêts et non pas en raison de l'affluence de la demande. C'est ainsi qu'ils changent de secteur chaque fois qu'ils n'y ont plus d'intérêt. Sur le plan politique, les rapports étroits entre les acteurs de la criminalité organisée et les mandataires des États affaiblissent et criminalisent les structures démocratiques en émergence. Celles-ci peuvent d'ailleurs être inféodées et contrôlées par les acteurs du crime organisé. L'influence économique et politique des organisations criminelles peut détruire le tissu social, paralyser le fonctionnement démocratique d'un État et hypothéquer le processus de transition démocratique. Le blanchiment perpétue et amplifie le crime, il n'est pas un simple manquement aux lois, mais en réalité une menace pour la sécurité nationale et internationale. Le blanchiment des capitaux est également un facteur de sous-développement, et par conséquent, un très grand frein au développement recherché par le Cameroun et beaucoup d'autres pays africains. En effet, il y sévit la corruption et la fuite des capitaux vers l'Occident, et ce, par le truchement des banques.
D'après l'ONG Global Financial Integrity, les sommes détournées depuis 1970, dans les pays africains, sont 3 fois plus importantes que l'ensemble des dons et aides que le continent a reçus des pays développés dans la même période. Ainsi, a déclaré Kofi Annan, il suffirait à l'Afrique de réduire de moitié ses flux financiers pour résoudre tous ses problèmes de financement. L'engagement des banques dans cette lutte permettrait donc de stopper le flux des capitaux illicites du Cameroun vers la France par exemple. Il permettrait ainsi au Cameroun de préserver ses ressources pour servir les intérêts de l'État, de la société tout entière et concourir ainsi au développement tant recherché. D'autre part, il permettrait aux pays développés tels que la France de réduire les aides et de ne plus se préoccuper de la situation des pays africains. C'est pour ces raisons que de nos jours, le blanchiment fait partie des fléaux les plus combattus dans les milieux financiers, économiques et même politiques. La lutte contre le blanchiment s'effectue à 2 niveaux. Au niveau préventif pour essayer de limiter l'hémorragie de capitaux illicites dans le système financier proprement dit, et également au niveau répressif dans une optique de poursuite et de pénalisation des agissements caractérisés. La lutte contre le blanchiment des capitaux n'a cessé de progresser dans le monde. Un régime répressif s'est ainsi progressivement mis en place. À côté de celui-ci, s'est développé un régime préventif, c'est-à-dire la reconnaissance d'obligations à la charge de différents professionnels, et notamment les banquiers, afin de détecter l'existence de cas de blanchiment. La première réaction visait l'instauration de mesures de prévention de l'utilisation des circuits financiers, pour y faire transiter de l'argent sale. La prévention est donc au cœur de la lutte anti-blanchiment. Il s'agit pour les 2 États de mettre en place une véritable veille anti-blanchiment. Celle-ci consiste en la mise en place d'un certain nombre de mesures se situant en amont de l'infraction, puisqu'elles visent à empêcher l'utilisation des circuits bancaires et financiers à des fins de blanchiment d'argent, donc à en contrarier sérieusement le processus. C'est ce que la directive 2005/60 du 26 octobre 2005 tout comme celle du 10 juin 1991 qu'elle a remplacée, rappelle dans son premier considérant que, en complément de l'approche fondée sur le droit pénal, un effort de prévention au niveau du système financier peut produire des résultats. Cette phase est très importante dans la lutte anti-blanchiment car au-delà de son aspect préventif, elle permet l'ouverture des poursuites et prépare la recherche judiciaire des preuves et des auteurs de l'infraction. Ainsi, les professionnels assujettis que sont les structures financières et commerciales, à savoir les banques par exemple, et non financières, notamment les membres des professions libérales juridiques et comptables, sont soumis à des obligations dont l'objectif est la prévention des actes de blanchiment. Ces assujettis se doivent donc de développer une grande vigilance dans leurs relations avec leurs clients, afin de dénoncer les comportements qui paraîtraient suspects. Les établissements bancaires, cibles privilégiées des blanchisseurs, sont donc soumis à l'obligation de vigilance. La vigilance financière repose sur 2 types d'obligations à savoir l'obligation d'identification des clients et l'obligation de conservation des pièces et documents appropriés. Concernant la première obligation, le contrôle d'identité aboutit à empêcher l'anonymat des financiers du crime, en bloquant ainsi leurs opérations. Il s'agit en effet d'identifier l'opérateur lors de l'entrée en relation d'affaires et lors de certaines transactions. Celui-ci doit pouvoir être identifié même au-delà de tout ayant droit. L'obligation de conservation quant à elle consiste pour les établissements bancaires français et camerounais à conserver pendant au moins 5 ans tous les dossiers nécessaires se rapportant aux transactions effectuées et à l'identification de leurs auteurs. Ces dossiers en effet serviraient de preuve en cas de poursuite pour conduite criminelle. À côté de ces obligations, les établissements bancaires sont également soumis à une obligation de déclaration des opérations suspectes aux autorités nationales compétentes. De plus, les autorités compétentes ont imposé aux banques la mise en place de procédures internes spécifiques. Tout un arsenal juridique est donc élaboré pour prévenir le blanchiment des capitaux. On distingue plusieurs types de banques à savoir, entre autres, les banques de dépôt, les banques d'affaires, les banques d'investissement et de financement, les banques privées. La banque de dépôt permet à ses clients de déposer de l'argent dans ses comptes. Elle comprend entre autres la banque de détail qui est destinée aux particuliers. La banque d'investissement et de financement est une banque qui fournit des moyens complexes de financement et d'investissement à de grandes entreprises,
avec une logique de sur-mesure partielle ou totale. La banque commerciale, elle collecte les ressources du public, principalement par le biais de la tenue des comptes, et prête aux entreprises. Les banques commerciales se distinguent ainsi des banques d'affaires ou des banques d'investissement. Cette distinction est en partie révolue aujourd'hui, car les banques commerciales ont développé des activités de banque d'investissement. La banque d'affaires est une banque qui a un rôle intermédiaire dans les opérations financières. Introduction en bourse, augmentation de capital, placement d'emprunts, opérations de fusion-acquisition. Elle ne prête quasiment pas. Elle a donc des besoins en capitaux propres plus réduits que les banques commerciales. Par contre, il peut lui arriver de prendre des participations minoritaires dans des affaires industrielles ou commerciales afin de les aider à se développer et de réaliser à terme une plus-value en recédant cette participation. La banque de détail s'adresse aux particuliers et aux PME. Elle a une fonction d'intermédiation entre les agents à excédent de financement dont elle collecte les ressources et les agents à besoin de financement à qui elle prête ces ressources. La banque de financement et d'investissement apporte des services sophistiqués à des grandes entreprises, dans une logique d'un sur-mesure partielle ou totale. La banque privée se spécialise dans la gestion de fortune ou de patrimoine de clients fortunés à qui des produits et des services spécifiques sont proposés. La banque de gestion d'actifs, comme son nom l'indique, gère les actifs de ses clients, investisseurs institutionnels, particuliers plus ou moins fortunés. La banque transfrontière permet la centralisation directe des comptes de ses filiales étrangères. Une entreprise multinationale a généralement recours à un groupe bancaire international nommé Banque transfrontière qui réalise la centralisation internationale des flux de trésorerie que des banques locales ont collectés à l'échelle de chaque pays. Les banques universelles ou globales, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, sont des grands conglomérats financiers regroupant les différents métiers des banques de détail, des banques de financement et d'investissement et des banques de gestion d'actifs. Présentation du secteur bancaire français. Le Code monétaire et financier, CMF, les regroupe sous le vocable établissement de crédit généraliste. Les établissements de crédit généraliste sont des établissements de crédit agréés en qualité de banque, pouvant effectuer tous les types d'opérations de banque. Il s'agit des banques dites commerciales, constituées sous la forme de sociétés commerciales, des banques mutualistes et coopératives et des caisses de crédit municipales. Les banques commerciales forment la partie la plus importante du système bancaire français. On y trouve les trois grandes banques que sont BNP Paribas, le Crédit Lyonnais et la Société Générale, qui ont une activité diversifiée et également très importante sur le plan international. Les autres grandes banques à vocation générale sont plutôt orientées vers une clientèle de grandes entreprises ou de particuliers et d'entreprises. Les banques régionales locales, à implantation limitée, dépendent généralement des groupes précités. D'autres établissements dits banques de financement spécialisés orientent leur activité vers la distribution de crédits, prêts immobiliers, financement de vente à crédit. Les banques de marché se caractérisent pour leur part par l'exécution d'opérations de placement, d'arbitrage et de gestion sur les divers compartiments du marché des capitaux, marché interbancaire, bons du trésor, valeurs mobilières, change. Enfin, les banques de groupe voient leur capital détenu majoritairement par des groupes non bancaires, industrie, BTP, compagnies d'assurance, grande distribution, avec lesquels ils réalisent d'ailleurs une part significative de leur activité. On trouve aussi, dans une moindre mesure, des banques exerçant principalement leur activité dans les départements et territoires d'outre-mer, des banques agréées en France mais à capitaux majoritairement étrangers, et quelques banques ne bénéficiant que d'un agrément limité. Un second ensemble au sein des établissements de crédit généralistes est constitué par les banques mutualistes ou coopératives, actuellement au nombre d'environ 150 et constitué en réseau. Le réseau du crédit mutuel, le réseau des caisses d'épargne et le réseau du crédit coopératif. Ces établissements exécutent la quasi-totalité des opérations bancaires et financières classiques, mais leur implantation est limitée à un département ou une région et leurs statuts sont particuliers, en raison du caractère mutualiste ou coopératif des établissements, bien différent d'un caractère strictement commercial. Toutefois, à l'inverse des banques commerciales, qui ont procédé régulièrement à de nouvelles créations et restructurations,
le nombre de banques mutualistes ou coopératives a beaucoup diminué depuis le milieu des années 80. En France, l'on a, pour ne citer que celle-là, la Banque de France et les instituts d'émission, le Crédit Agricole, la BNP Paribas Banque Nationale de Paris, la Société Générale, la Caisse d'Épargne, la Banque Postale, la BRED, la Banque Populaire, la LCL, le Crédit Mutuel, la HSBC, la CIC, Crédit Industriel et Commercial, le Crédit du Nord, la Barclays, la Banque Palatine. Présentation du secteur bancaire camerounais. Le système bancaire camerounais est composé des banques, des établissements financiers et des organismes publics à caractère financier. Le paysage bancaire camerounais est riche de 13 banques, donc l'actionnariat majoritaire se partage entre les nationaux et les expatriés largement majoritaires, 77%. Les banques d'origine étrangère sont les plus nombreuses et les plus anciennes. Si les unes viennent à peine de s'installer, UBA, Banque Atlantique, Oceanic Bank, Ecobank, au Cameroun, d'autres en revanche y sont installées depuis les indépendances et ont connu des moisses au gré des restructurations, SGBC, BICECS, CBC, CITI, GOU, SCBCA. Les opérateurs économiques camerounais sont entrés tardivement et timidement dans la création des banques à capitaux majoritairement locaux, à défaut de l'être entièrement. La première banque à capitaux nationaux est créée en 1989. À ce jour, le système bancaire compte 3 banques à capitaux nationaux, en l'occurrence Afriland First Bank issue de CCEI, la National Financial Credit Bank et la Commercial Bank of Cameroon, CBC. Ensuite l'on a la BEAC, Banque des États de l'Afrique centrale, la BICEC, Banque internationale du Cameroun pour L', l'épargne et le Crédit Lyonnais du Cameroun, Ecobank Cameroun, EBC, la SGBC, Société Générale des Banques du Cameroun, la Standard Chartered Bank Cameroun, SCBC, Union Bank of Cameroon Limited, UBC, la Citibank na Cameroun, Amity Bank, la BGFI Bank Cameroun, United Bank for Africa Cameroun PLC, UBA, la Banque Atlantique du Cameroun, Attijari Wafa Bank, le Crédit Agricole Société Commerciale de Banque, CASCB. Nous traiterons des banques implantées sur les territoires français et camerounais. Il s'agira ainsi des banques françaises et étrangères présentes en France et des banques camerounaises et étrangères présentes au Cameroun. Notre travail englobe tous les profils d'établissements bancaires, en fonction de leur domaine d'activité, réseaux commerciaux et banques d'investissement, de leur périmètre d'action, du global au national, et de leur clientèle, vocation populaire ou au contraire élitiste dans le cas de la gestion de fortune. Le but de cette recherche est donc d'insister sur l'application des normes préventives par les établissements bancaires car au bout du compte, l'efficacité du dispositif repose sur leur jugement et leur réaction. En effet, il est important de savoir si les banques françaises et camerounaises appliquent les obligations préventives auxquelles elles sont assignées et si oui, comment se déploient-elles pour les mettre en œuvre. Aussi, naît une série de questions. Comment les banques en France et au Cameroun intègrent-elles le dispositif préventif de lutte contre le blanchiment des capitaux? La mise en œuvre du dispositif préventif au sein des banques est-elle efficiente? Les banques disposent-elles réellement de moyens nécessaires pour la mise en place d'un dispositif efficient? Le dispositif préventif est-il intégralement et convenablement mis en œuvre par les banques? Dès lors seront étudiées la réception, l'intégration et l'application des normes anti-blanchiment internationales, communautaires et nationales dans les systèmes bancaires français et camerounais. Notre travail a été axé principalement sur un aspect pratique, mettant en évidence la vision des acteurs. En effet, des entretiens qualitatifs ont été menés auprès des responsables de la conformité des banques dans les 2 pays afin de recueillir leur opinion sur les diverses facettes du dispositif préventif de lutte contre le blanchiment des capitaux et sa mise en œuvre. Cette approche pragmatique a été enrichie par un cadre conceptuel, lequel s'est appuyé sur une large revue de littérature. Cette dernière a été appréciée selon 4 dimensions. L'auteur de la norme juridique, dimension institutionnelle, la substance de la norme juridique, dimension substantielle, l'organisation mise en place par les banques pour intégrer la norme juridique, dimension organisationnelle, la fonction en charge de la conformité réglementaire au sein des banques étudiées, dimension fonctionnelle. Ainsi avons-nous étudié non seulement les sources du dispositif préventif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le dispositif lui-même,
mais surtout la manière dont les banques camerounaises et françaises intègrent ce dispositif dans leur organisation. Notre recherche a donc poursuivi 2 objectifs essentiels. Au premier rang, elle vise à faire apparaître la mise en œuvre du dispositif préventif de lutte contre le blanchiment des capitaux par les banques à la lumière des évolutions législatives et jurisprudentielles. Au second rang, elle fera le rapprochement entre les solutions retenues en droit français et celles retenues en droit camerounais à chaque fois que la matière s'y prête. Afin d'aboutir à la concrétisation de ces objectifs, une approche comparative s'impose. Celle-ci nous offrira l'occasion de relever les points de convergence et de divergence entre les 2 systèmes, et de proposer une transposition en droit camerounais des solutions raisonnables retenues en droit français, étant donné que le droit français semble plus avancé en la matière. L'intérêt de ce sujet réside donc dans la comparaison des stratégies en cours dans les 2 pays, qui ne manqueront pas de déboucher dans leur interprétation sur les analogies, mais surtout sur les particularités caractéristiques. Nous l'avons dit, la relation du banquier avec son client est une relation contractuelle basée sur la confiance. Le banquier est par principe tenu à la discrétion vis-à-vis de son client, c'est le droit du client au secret bancaire. Il est en outre tenu au devoir de non-ingérence, lequel impose aux banques de ne pas intervenir dans les affaires de leurs clients. Il s'agit là des principes propres à l'activité bancaire, lesquels sont atteints par la mise en œuvre du dispositif anti-blanchiment. En effet, la mise en œuvre du dispositif préventif de lutte anti-blanchiment au sein des banques au Cameroun et en France s'est faite par une réorganisation des banques de même qu'une remise en cause de leurs principes bancaires. Cet impact du dispositif sur l'organisation, convergence et le fonctionnement, divergence, des banques constitue l'unique point commun de notre travail, la manière de mise en œuvre étant différente aussi bien en fonction des banques qu'en fonction des pays. En France, les banques ont une approche pragmatique laquelle leur laisse une liberté dans la mise en œuvre du dispositif. Au Cameroun, les banques sont restées sur le modèle rigide de l'approche légaliste consistant à mettre en œuvre le dispositif de façon systématique sans laisser aucune marge de manœuvre aux banques. La mise en œuvre effective du dispositif anti-blanchiment n'a pas manqué d'avoir des répercussions aussi bien positives sur l'organisation interne des banques que négatives sur leur fonctionnement. En effet, le dispositif anti-blanchiment concourt à protéger l'intégrité des banques. Même s'il s'attaque aux principes bancaires, il n'en demeure pas moins qu'il est une nécessité car sa finalité est beaucoup plus générale, notamment la lutte contre le blanchiment des capitaux. Aussi verrons-nous que la mise en œuvre du dispositif préventif anti-blanchiment, même si elle porte atteinte aux principes bancaires, favorise une saine pratique de l'activité bancaire. PREMIERE partie. Un dispositif favorisant une saine pratique de la CTIVITE bancaire. Initialement, la lutte contre le blanchiment des capitaux a provoqué chez les banquiers une forte exaspération. La plupart des points du dispositif préventif anti-blanchiment étaient contraires aux principes généraux des banques. Les établissements bancaires s'étaient montrés dès lors réticents quant à la mise en œuvre du dispositif préventif anti-blanchiment. En 2000, coup de tonnerre dans le monde bancaire français avec l'affaire du Sentier. Les banques prennent conscience des risques qu'elles encourent du fait du non-respect du dispositif anti-blanchiment. Celles-ci réalisent qu'elles ont plus d'un intérêt à lutter contre le blanchiment des capitaux. En effet, même s'il est vrai que les nouvelles obligations imposées aux banques en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux visent la sauvegarde d'un intérêt général commun, les professionnels de la banque, très sensibles au risque d'atteinte à leur réputation, tirent eux aussi profit du dispositif anti-blanchiment. Même si la banque n'est que victime, une mise en cause dans une affaire de blanchiment discrédite fortement l'établissement et ternit son image auprès de l'opinion publique. En outre, la mise en œuvre du dispositif anti-blanchiment concourt à un exercice plus consciencieux de la profession de banquier. Tout banquier avant l'ouverture d'un compte doit identifier le client, afin de vérifier que celui-ci remplit les conditions prévues dans ce cas. De même, l'obligation de connaissance du client implique que la banque définisse avec précision l'activité de ses clients, sache d'où proviennent ses ressources et ce faisant, assure une certaine sécurité à la banque. En effet, une bonne connaissance de ses clients est susceptible de lui éviter d'avoir à subir les conséquences d'une faillite en raison de l'insolvabilité du client. De même,
La banque se préserverait des relations avec des clients fantômes, source de déséquilibre et d'instabilité monétaire et bancaire. En effet, le caractère volatile de l'épargne bancaire constituée principalement des dépôts criminels en transit affecte négativement et de manière permanente l'équilibre financier des banques. Des sommes d'argent considérables parviennent à un établissement bancaire puis disparaissent sans aucune explication. Ce fut le cas de la banque Baring dont la faillite a été provoquée par une combinaison d'opérations à risque portant sur des produits dérivés, réalisées par un employé d'une des filiales. La mise en œuvre du dispositif préventif anti-blanchiment a donc eu des retentissements profitables pour les banques. Au niveau organisationnel, les banques camerounaises et françaises se sont dotées d'un service anti-blanchiment et de dispositifs informatiques qui veillent à préserver l'utilisation de la banque à des fins de blanchiment de capitaux. Au plan fonctionnel, les obligations de vigilance imposées aux banques au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux rejoignent et renforcent les règles bancaires déjà instaurées en vue d'une saine pratique des activités bancaires. Titre 1. La RESORGANISATION interne, une OPPORTUNITE pour les banques. La mise en œuvre des obligations découlant du dispositif préventif de lutte contre le blanchiment a modifié l'organisation interne des établissements bancaires. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.